Le 2 mai 1945, les journaux du monde entier annonçaient l'une des nouvelles les plus attendues. Berlin s'était rendu aux forces soviétiques. Cet événement marquait un signe évident que le Troisième Reich s'effondrait et que la défaite des puissances de l'Axe était imminente. Quelques jours plus tard, les forces allemandes se rendaient sans condition, d'abord à l'ouest le 7 mai, puis à l'est le 9 mai. En conséquence, le 8 mai fut proclamé jour de la victoire en Europe, mettant fin à l'une des dictatures les plus terrifiantes de l'histoire. C'est la version officielle que nous connaissons, le récit que nous célébrons et étudions année après année. Mais que se serait-il passé si cette reddition n'avait jamais eu lieu? Quel genre de monde aurions-nous hérité si les forces du Troisième Reich avaient triomphé? Si le drapeau rouge et noir de l'Allemagne nazie avait flotté triomphalement à travers le continent européen, comment le destin du monde aurait-il changé? Ce scénario fascine et intrigue les historiens depuis des décennies. Pour imaginer à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui si Adolf Hitler et son régime totalitaire avaient remporté la guerre, nous devons revenir à un moment clé de l'histoire et nous demander que se serait-il passé si le cours des événements avait été différent? Comment l'ordre mondial aurait-il été reconfiguré sous l'ombre du Troisième Reich? Avril 1945. La résurrection inattendue du Reich à Berlin. En avril 1945, les rues de Berlin, accablées par la désolation et le chaos, assistent à un retournement miraculeux dans la guerre qui aurait pu changer le destin de l'Europe. Après des mois d'attaques incessantes, de bombardements et de l'avance irrésistible de l'armée rouge vers la capitale du Troisième Reich, quelque chose d'impensable se produit. Les forces allemandes, au bord de l'anéantissement, semblent renaître de leurs cendres. Le 1er avril, après des semaines de résistance acharnée, les troupes de la Wehrmacht, poussées par le désespoir et une dernière vague de fournitures secrètes, parviennent à repousser une offensive soviétique clé aux abords de Berlin. Ce qui n'était qu'un champ de ruines les jours précédents devient désormais un champ de bataille où les soldats allemands, accablés et sous-alimentés, commencent à reprendre du terrain. Les soviétiques, bien que supérieurs en nombre et en équipement, subissent des pertes importantes en raison des contre-attaques inattendues. Ce revers imprévu devient une opportunité pour les Allemands de prendre l'offensive, alors que tout semblait perdu. La situation est dramatique. La Luftwaffe, presque détruite, se relève avec ce qui reste de ses forces. La machine de guerre allemande, qui dispose encore de certaines armes secrètes en développement, comme les fusées V2 et les prototypes d'avions à réaction, est utilisée désespérément pour mener des attaques stratégiques qui retardent l'avance soviétique. Au cœur de Berlin, la situation devient encore plus surréaliste. Tandis que la ville est assiégée par l'armée rouge, la direction du Reich, qui avait déjà perdu tout espoir de victoire, se retrouve face à une possibilité étrange. Le Führer, qui quelques mois auparavant était tombé dans un état de dépression profonde, commence à se redresser avec les nouvelles de la résurgence des forces allemandes. Dans le bunker, sous la chancellerie du Reich, Hitler, ayant surmonté sa crise personnelle, commence à élaborer de nouveaux plans. Sur son ordre, des unités improvisées composées d'hommes plus âgés, de jeunes membres de la Hitlerjugend et de femmes n'ayant jamais vu les lignes de front sont mobilisées. Ces civils, organisés de manière ad hoc, sont envoyés au combat dans un effort désespéré pour sauver la patrie, luttant non seulement contre les soviétiques, mais aussi contre la démoralisation et la faim qui les frappe. Le 6 avril, les Allemands remportent une victoire dans un petit secteur de la ville, ce qui provoque un changement significatif dans le moral des troupes. Bien que les ressources soient minimes, la psychologie de la guerre commence à pencher en faveur des défenseurs de Berlin. La propagande de Goebbels est relancée avec une énergie nouvelle, diffusant le message que la résistance du Reich n'était pas seulement possible, mais que la suprématie aryenne pouvait encore prévaloir. Le reste de l'Europe, en entendant parler de ces avancées, commence à se demander si les Alliés peuvent vraiment mettre fin au conflit à court terme. De l'autre côté, la situation des Soviétiques commence à devenir critique. L'armée rouge, bien que plus nombreuse et mieux équipée, subit de lourdes pertes en raison des embuscades allemandes et des tactiques de guerre non conventionnelles des nouvelles unités improvisées. Bien que la résistance allemande ne puisse pas complètement arrêter l'avance soviétique, elle parvient à la ralentir considérablement, achetant ainsi un temps précieux. Ce revers force Staline à rediriger une partie de ses forces vers le front oriental, retardant la chute finale de Berlin. À Moscou,
La nouvelle des victoires allemandes suscite de l'incertitude et de la méfiance parmi les hauts commandements de l'armée rouge, qui n'avaient jamais affronté une telle réaction féroce depuis les premiers jours de la guerre. Dans ce contexte, la possibilité que le Troisième Reich survive devient plus réelle. Hitler, revitalisé et confiant, intensifie ses efforts pour démanteler l'appareil soviétique, recevant même de l'aide de factions dissidentes en Europe de l'Est, où la résistance contre le régime soviétique prend de l'ampleur. L'Europe occupée par les nazis, malgré ses souffrances, commence à regarder l'avenir sous le contrôle du Reich avec un regard neuf, tandis que les divisions allemandes à l'Est se préparent pour une seconde offensive. Au fur et à mesure que le printemps de 1945 avance, le Troisième Reich semble vivre ce que beaucoup considéreraient comme un miracle. Le 9 avril, les dernières forces de l'armée rouge sont forcées de se retirer, et Berlin, toujours assiégé, résiste une fois de plus. Hitler, sachant que le moment de sa victoire est arrivé, n'hésite pas à affirmer son pouvoir sur un continent dévasté. Dans son esprit, le vieux rêve d'une Europe dominée par le Reich est plus proche que jamais. L'échec des Alliés en Normandie et ses conséquences, l'effondrement de l'offensive occidentale. Le 6 juin 1944, les Alliés menèrent l'un des débarquements les plus ambitieux de l'histoire militaire, l'opération Overlord, visant à libérer l'Europe du contrôle nazi en envahissant la Normandie. La côte française devint le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ce qui avait commencé comme une attaque audacieuse et grandiose pour ouvrir un second front en Europe, se transforma rapidement en un désastre militaire qui aurait pu changer le cours de la guerre. Alors que les soldats américains, britanniques, canadiens et français prenaient la plage, la résistance allemande fut bien plus féroce que prévu. Malgré de lourdes pertes dans les premiers jours du débarquement, les Alliés réussirent à établir une tête de pont sur le territoire européen. Mais la situation commença rapidement à devenir désespérée. Le manque de fournitures, la lenteur des avancées et l'harcèlement constant des forces allemandes retardèrent considérablement l'infiltration dans l'intérieur de la France. Ce qui semblait être une offensive rapide se transforma en une lutte sanglante pour chaque ville et chaque kilomètre gagné. À la fin de 1944, les Alliés faisèrent face à un chaos logistique sans précédent. Les lignes de communication étaient gravement compromises par les attaques constantes de la Luftwaffe et des forces terrestres allemandes. Dans les cieux de la Normandie, l'aviation allemande, bien que réduite, réussit à résister à l'avancée des chasseurs alliés, tandis qu'au sol, les forces de la Wehrmacht, renforcées par de nouvelles unités d'élite et du matériel lourd, stoppèrent toute tentative de percée rapide. En réalité, la fameuse route d'approvisionnement établie pour ravitailler les forces alliées était constamment interrompue, affectant gravement le moral et l'efficacité des soldats. La situation atteignit son point critique à la fin novembre 1944. Alors que les Alliés tentaient d'avancer vers le cœur de la France, ils réalisèrent que les pertes augmentèrent rapidement et que les réserves de carburant et de munitions étaient en train de s'épuiser. Sur le front occidental, un piège mortel s'était refermé. Une énorme masse de troupes alliées, piégées dans un encerclement logistique, se battait dans l'obscurité pour chaque grain de nourriture, chaque balle et chaque pièce d'équipement essentielle à leur survie. Les commandants alliés, désemparés, tentaient désespérément de réorganiser leurs lignes. Mais le manque de soutien aérien et l'harcèlement constant des forces allemandes les empêchaient de progresser. À Washington et à Londres, la nouvelle de la situation fut accueillie par un mélange d'horreur et de désespoir. L'opération Overlord, qui avait été conçue comme le début de la fin du Reich, semblait désormais prête à devenir une catastrophe. Des millions d'hommes et des milliers de tonnes de matériel de guerre étaient en danger d'anéantissement au cœur de l'Europe, piégée entre la mer et l'armée nazie. Il n'y avait pas de solution claire, et les pertes sur le front occidental augmentaient à un rythme alarmant. Sans la capacité de reprendre le contrôle de la situation, les Alliés pouvaient seulement espérer un miracle pour éviter une défaite qui changerait le cours de la guerre. Pendant ce temps, le Troisième Reich, qui avait lutté contre vents et marées à l'Est face à la résistance soviétique, était maintenant renforcé par cette répit inattendue. La victoire allemande en Normandie ne seulement retardait la chute de Berlin, mais permettait aussi au Troisième Reich de se réorganiser, renforçant ses lignes de défense sur les fronts Est et Sud. Les forces allemandes, qui sur de nombreux fronts étaient déjà sur la défensive,
trouvaient une nouvelle opportunité de consolider leur position. À la fin de 1944, la guerre était dans un état d'incertitude totale. À l'Est, les forces soviétiques continuaient de presser vers le cœur de l'Allemagne, mais la résistance allemande sur le front occidental s'était révélée bien plus redoutable que prévu. Le succès de l'opération Overlord s'était transformé en un fragile rêve de libération, les Alliés luttant contre le temps pour éviter un désastre total. La situation en France, la collaboration de Vichy et l'opportunité pour l'Allemagne. Alors que les troupes allemandes progressent à travers le territoire français suite à l'échec des Alliés en Normandie, la France se trouve à la merci des forces du Troisième Reich. Sans l'aide des puissances alliées, le pays tombe rapidement aux mains de la machine de guerre nazie. Cette avancée fulgurante leur procure non seulement un avantage tactique crucial, mais leur permet également de rétablir leur ligne d'approvisionnement, de renforcer leurs forces avec de nouveaux recrues et de sécuriser des territoires stratégiques. Dans ce scénario, le gouvernement collaborationniste de Vichy, sous la direction du maréchal Pétain, joue un rôle clé dans la consolidation de la victoire allemande. Depuis sa création en 1940, Vichy a été un allié confortable de Berlin, fournissant des ressources essentielles telles que de la nourriture, des matériaux industriels et de la main-d'œuvre forcée pour les usines nazies. Maintenant, avec la défaite imminente des Alliés sur le front occidental, le régime de Vichy devient un acteur clé dans la domination nazie de l'Europe occidentale. La France, comme d'autres pays conquis, vit sous le joug de l'occupation nazie, mais la collaboration active de Vichy facilite l'exploitation du pays sans avoir à lutter directement contre ses propres citoyens. La collaboration de Vichy, initialement présentée comme un mal nécessaire pour éviter une destruction totale, devient de plus en plus évidente à mesure que le conflit se poursuit. Le régime de Pétain, n'ayant aucun espoir de restaurer la République, devient un marionnette du Reich, assurant la livraison de ressources et un soutien politique, tandis que le peuple français, déchiré par l'occupation, fait face à une répression et une souffrance croissantes. Au fur et à mesure que le Troisième Reich consolide son contrôle sur la France, l'objectif suivant d'Hitler devient clair. Il ne s'agit pas seulement de défiler dans les rues de Paris ou de poser de nouveau devant la tour Eiffel, mais de frapper directement le cœur des Alliés, le Royaume-Uni. L'échec de la Luftwaffe à vaincre la Royal Air Force pendant la bataille d'Angleterre en 1940 n'avait pas arrêté Hitler. Maintenant que la France est sous contrôle, le plan d'invasion directe du Royaume-Uni, connu sous le nom d'opération Lion de mer, Unternehmen Seelöwe, devient plus réaliste que jamais. La proximité de la côte française avec l'Angleterre fournit à la Wehrmacht un point de lancement idéal pour une invasion massive. Cette offensive aurait un coût humain et matériel gigantesque, mais les enjeux sont trop tentants pour Hitler. Le simple fait de s'approcher des côtes anglaises, et potentiellement de les capturer, permettrait aux nazis d'exiger un armistice mettant fin au conflit en Europe dans des conditions beaucoup plus favorables pour Berlin. Cela impliquerait non seulement la reddition du Royaume-Uni, mais aussi la consolidation de la suprématie nazie sur le continent européen. Tout au long de 1945, les forces allemandes se préparent pour cette invasion massive. Le débarquement prévu sur les côtes britanniques devient une menace constante, la Wehrmacht accumulant des ressources dans les régions côtières de France et de Belgique. La menace de l'opération Lion de mer est la dernière carte que les nazis peuvent jouer pour assurer leur domination totale sur l'Europe. Une domination qui s'étendrait de l'Atlantique aux portes de Moscou. Au fur et à mesure que les nouvelles des avancées allemandes en Europe de l'Ouest se propagent, la pression sociale dans les puissances alliées commence à croître. La fatigue de guerre devient un sentiment généralisé dans les pays qui se battent depuis 1939. Les familles des soldats morts, les difficultés économiques et la menace constante de la défaite poussent les peuples à exiger la fin du conflit. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Union soviétique, en Chine et en France, l'opinion publique devient un facteur décisif pour les dirigeants politiques. Les sacrifices humains et matériels que les Alliés ont consentis au fil des ans ne semblent plus justifier une guerre qui s'éternise. Alors que les Alliés se battent sur plusieurs fronts, leurs ressources s'épuisent et le moral de la population diminue. À Washington, Londres et Moscou, les gouvernements sont de plus en plus dépassés par l'agitation sociale croissante. Les grèves, les manifestations et l'épuisement se multiplient, tandis que les pertes humaines continuent d'augmenter. Cet environnement de désespoir et de reddition
se reflète dans l'attitude des dirigeants des pays alliés. Alors que la situation devient intenable, les représentants des grandes puissances commencent à envisager la possibilité d'un armistice avec l'Allemagne. Hitler, remarquant ce changement dans l'équilibre des forces, utilise la menace imminente de l'opération Lion de mer et sa victoire en Normandie comme levier pour faire pression sur les dirigeants alliés. Dans un tournant dramatique, la pression sociale, combinée à l'incapacité des Alliés d'obtenir une victoire décisive, mène finalement à un armistice entre les puissances occidentales et le Troisième Reich. Cette reddition négociée marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais dans des termes très différents de ceux enseignés par l'histoire traditionnelle. Dans ce scénario alternatif, Hitler gagne, assurant la continuation du Troisième Reich, et l'Europe tombe sous la domination nazie pour des générations. Conséquence d'une victoire allemande, un nouvel ordre mondial. Ce que nous venons de décrire peut sembler être un cauchemar, mais c'est l'une des possibilités les plus terrifiantes dans cet exercice hypothétique. Si le Troisième Reich avait prévalu lors de la Seconde Guerre mondiale, les conséquences pour l'humanité auraient été profondes, commençant par une reconfiguration complète du pouvoir mondial. Dans un monde où les puissances de l'Axe sont victorieuses, la structure du pouvoir international aurait été complètement altérée. La défaite du Troisième Reich en 1945 avait représenté non seulement l'effondrement de l'une des dictatures les plus terrifiantes de l'histoire, mais aussi la fin d'un système impérialiste européen qui dominait les siècles précédents. L'émergence de la guerre froide avec les États-Unis et l'Union soviétique devenant des superpuissances était un résultat direct de la défaite de l'Axe. Cependant, si Hitler avait gagné, cette reconfiguration ne se serait pas produite. Sous la domination de l'Allemagne nazie, l'ancienne structure des puissances impériales serait devenue obsolète. Des puissances comme la France et le Royaume-Uni, qui étaient encore des acteurs mondiaux dominants au début du XXe siècle, auraient été réduites à de simples acteurs secondaires dans un monde contrôlé par le Reich. L'Allemagne n'aurait pas seulement consolidé son contrôle sur l'Europe, mais elle serait devenue la principale puissance mondiale, ses tentacules s'étendant à travers les continents. Bien que des puissances émergentes telles que les États-Unis, l'URSS et la Chine auraient joué un rôle dans ce nouvel ordre, elles seraient restées dans l'ombre de l'Allemagne nazie. La puissance militaire de Berlin, renforcée par des décennies de suprématie technologique et territoriale, aurait rapidement écrasé toute tentative de défi. L'Allemagne nazie serait devenue la grande puissance du XXe siècle et au-delà, empêchant toute reconfiguration qui aurait pu donner naissance à un monde multipolaire. La science et la technologie sous le régime nazi. L'un des aspects les plus fascinants d'une victoire allemande réside dans l'impact que cela aurait eu sur le développement scientifique et technologique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était déjà à l'avant-garde dans de nombreux domaines, de la physique nucléaire à la technologie des missiles. Si le Troisième Reich avait gagné, ces avancées se seraient non seulement multipliées, mais elles auraient également servi à consolider davantage le pouvoir de l'Allemagne. Le cas des scientifiques allemands capturés par les États-Unis à la fin de la guerre est bien connu. Grâce à l'opération Paperclip, des milliers de scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands ont été emmenés pour travailler pour les Américains sur des projets nucléaires et spatiaux. Cet effort, parmi d'autres, a été essentiel à la position de leadership technologique des États-Unis pendant la guerre froide. Cependant, dans un scénario alternatif où l'Axe émergeait victorieux, ces avancées scientifiques n'auraient pas été partagées avec des puissances rivales, mais seraient restées dans les mains des Allemands. La bombe atomique allemande n'est pas qu'une simple spéculation. Avec les ressources de l'Europe sous son contrôle et les avancées scientifiques accélérées par la guerre, il est très probable que les nazis auraient développé leurs propres armes nucléaires, possiblement avec la swastika comme symbole au lieu du drapeau américain. La puissance nucléaire allemande aurait non seulement changé l'équilibre militaire, mais aussi perturbé l'équilibre politique mondial. Dans le secteur spatial, le Troisième Reich ne serait pas resté en retard. Avec une industrie de guerre déjà avancée et une infrastructure scientifique croissante, l'Allemagne aurait pu lancer son propre programme spatial au milieu du XXe siècle, mettant des satellites en orbite bien avant les États-Unis ou l'Union soviétique. En fait, les technologies allemandes en astronautique et en missiles auraient pu être les précurseurs des avancées technologiques qui, dans l'histoire réelle, ont mené à l'exploration spatiale.
L'avancement de la technologie des sous-marins aurait également continué sans entrave. Les U-Boots, déjà une menace redoutable pour les forces alliées, auraient subi de nombreuses améliorations. De nouvelles générations de sous-marins allemands auraient pu dominer les océans, rendant presque impossible toute tentative de blocus économique ou militaire contre le Reich. L'Holocauste sans entrave, des horreurs sans témoins extérieurs. Si le Troisième Reich avait triomphé, les horreurs de l'Holocauste non seulement se seraient poursuivies, mais elles auraient atteint des dimensions encore plus apocalyptiques. Sans l'intervention des forces alliées et sans la libération des camps de concentration et d'extermination, le génocide des Juifs, des Roms, des personnes handicapées et d'autres groupes considérés comme indésirables aurait été poussé à ses conséquences finales, avec une portée mondiale sans précédent dans l'histoire. Sous le régime de Hitler, l'extermination systématique des minorités raciales et ethniques aurait continué sans relâche, les camps de concentration se transformant en usines de la mort à une échelle industrielle. L'absence d'intervention étrangère aurait permis l'exécution de plans comme la solution finale, avec l'élimination de millions de personnes, principalement des Juifs, qui n'auraient eu aucune échappatoire. Les politiques d'extermination se seraient intensifiées, les nazis poursuivant sans relâche ceux qui ne se conformaient pas à leurs idéologies de pureté raciale, sans aucune pression extérieure pour exposer ou arrêter cette barbarie. Dans ce monde dystopique, la connaissance mondiale de l'Holocauste aurait été pratiquement inexistante. Les témoins internationaux, tels que les soldats alliés, les journalistes et les organisations de droits de l'homme, n'auraient jamais existé dans ce scénario pour documenter et exposer l'ampleur des atrocités. Ce que nous connaissons maintenant comme l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine serait probablement resté un secret obscur, caché derrière le rideau de fer de la propagande nazie. Les valeurs racistes légitimées et pas de procès de Nuremberg. Dans un monde où l'Allemagne émergeait victorieuse, les valeurs racistes du nazisme non seulement auraient perduré, mais elles auraient été légitimées et promues dans de nombreux pays à travers l'Europe. L'idéologie du Troisième Reich, centrée sur la suprématie aryenne et l'extermination ou la subjugation des races inférieures, aurait trouvé un terreau fertile dans des nations comme l'Italie, la France, la Hongrie, la Croatie et la Roumanie, qui partageaient déjà des sentiments antisémites et racistes. La création d'un nouvel ordre européen, sous la direction de Berlin, aurait encouragé l'adoption de politiques similaires dans d'autres pays, où la collaboration avec le régime nazi ne serait pas seulement une question de survie, mais un choix idéologique accepté. Dans des pays comme la Croatie ou l'Österreich, Autriche, la collaboration avec les nazis et la mise en œuvre de programmes d'extermination, comme le meurtre de Juifs, de Roms et d'autres groupes, avaient déjà été présentes pendant l'occupation allemande. Sans la défaite de l'Allemagne nazie, ces méthodes auraient été normalisées et étendues, devenant potentiellement des politiques officielles dans de nombreux de ces pays. De plus, l'absence de défaite pour le Troisième Reich signifierait qu'il n'y aurait pas eu de procès de Nuremberg, ni d'autres formes de justice internationale. Ceux qui étaient responsables des crimes de guerre, des atrocités contre l'humanité et des exécutions de masse seraient restés impunis. Le monde, plutôt que d'apprendre de la barbarie du nazisme, aurait probablement assisté à la normalisation de ces crimes dans des traités internationaux, avec un déni de responsabilité pour les génocides qui ont marqué l'un des pires épisodes de l'histoire. Sans procès, sans condamnation et sans la visibilité que l'histoire a ensuite accordée à ces événements, l'Holocauste serait peut-être simplement devenu une autre des atrocités qui ont marqué le XXe siècle, sans le poids moral et juridique que le terme porte aujourd'hui. Changement culturel et linguistique. L'Allemagne comme exemple européen. Dans un scénario où le Troisième Reich non seulement remporte la guerre, mais établit également une domination durable sur toute l'Europe, les changements culturels et linguistiques seraient radicaux. Afin de consolider sa suprématie, il est fort probable que l'Allemagne n'aurait pas seulement maintenu un contrôle politique, mais imposé sa langue, ses coutumes et ses valeurs aux autres peuples européens. L'allemand serait devenu la langue universelle de la diplomatie, des affaires et de l'éducation. Le Reich ne se contenterait pas d'imposer sa langue, mais restructurerait les sociétés sous un cadre autoritaire et fasciste, avec un contrôle absolu sur la culture et l'identité nationale des pays occupés. Les idées totalitaires nazies imprégnant chaque aspect de la vie sociale, de l'éducation à l'expression artistique.
Toute forme de résistance intellectuelle ou artistique déviant des valeurs imposées par le régime serait réprimée, et les artistes, philosophes et intellectuels opposants seraient persécutés. Dans ce contexte, une grande partie des intellectuels, artistes et scientifiques européens, particulièrement ceux avec des idées progressistes, auraient probablement été contraints à émigrer vers les Amériques, cherchant refuge dans des pays comme les États-Unis ou en Amérique latine. Cela aurait créé une polarisation culturelle encore plus grande, avec une Europe sous la botte du nazisme et le monde occidental s'éloignant de plus en plus des valeurs démocratiques et humanistes. Le cinéma, la littérature et l'art se seraient alignés avec la propagande du régime, glorifiant la figure d'Adolf Hitler et l'idéologie du national-socialisme. Seules des représentations exaltant la guerre, la suprématie aryenne et l'extermination des indésirables auraient été autorisées. La culture européenne aurait été irrévocablement déformée sous l'ombre du totalitarisme, sans possibilité de récupération ou d'expression libre. La fausse démocratie en France et au Royaume-Uni sous contrôle allemand. En cas de victoire allemande, l'influence de l'Allemagne nazie se serait rapidement étendue à toute l'Europe et les puissances vaincues, comme la France et le Royaume-Uni, auraient été forcées de vivre sous un régime contrôlé par les nazis, mais avec une façade d'autonomie pour éviter la résistance populaire et les pressions internes. La France, qui avait été partiellement occupée pendant une grande partie de la guerre, serait probablement restée un État poupée de Berlin, bien qu'avec certaines apparences de démocratie contrôlée. Le Royaume-Uni, n'ayant pas été directement envahi, pourrait avoir été traité de manière similaire, avec un régime collaborationniste, mais sans perdre complètement son identité nationale. Bien que, en apparence, ces pays auraient pu maintenir un système parlementaire ou électoral, leur démocratie aurait été entièrement factice. Les dirigeants de ces pays n'auraient été que des marionnettes de la machine nazie, forcés de suivre les directives de Berlin dans presque tous les aspects. Les politiques auraient été dictées depuis le cœur du Troisième Reich, garantissant que bien que le pays ait pu disposer d'institutions démocratiques superficielles, les décisions cruciales reposaient uniquement sur Hitler et son cercle rapproché. La France, en particulier, aurait pu être organisée comme une zone d'influence, avec un gouvernement fantoche promouvant l'idéologie nazie et forçant la population à s'adapter aux nouvelles lois, restrictions et normes raciales imposées par les occupants. Les nazis, comme ils l'avaient fait dans d'autres régions, auraient recherché à restructurer la société en fonction de leurs propres intérêts, éliminer la résistance, rééduquer la population et assimiler ou éliminer les minorités ethniques et religieuses considérées comme indésirables. D'autre part, le Royaume-Uni, restant partiellement libre grâce à sa situation géographique, aurait pu servir de zone neutre, mais sous la menace constante d'invasion ou d'un gouvernement indirectement contrôlé par Berlin. Les tensions sociales, politiques et économiques se seraient probablement intensifiées à mesure que la population britannique était témoin de l'oppression croissante dans les pays voisins comme la France et la Belgique et de l'imposition d'un système totalitaire à travers le continent. Ce gouvernement contrôlé n'aurait pas seulement servi les intérêts nazis, mais aurait également permis à Hitler de consolider ses territoires occupés et de continuer à exploiter les ressources, le travail forcé et d'autres avantages économiques et stratégiques que ces pays pouvaient offrir. Une victoire allemande aurait permis à ces systèmes d'occupation et de contrôle de perdurer pendant des décennies, toujours sous la façade d'un ordre et d'une prospérité imposés par le Troisième Reich. L'Union soviétique, un cas particulier est la division de l'Europe. La situation avec l'Union soviétique dans ce scénario hypothétique serait sans doute l'une des plus complexes. Bien que l'invasion nazie de l'Union soviétique, Opération Barbarossa, ait été initialement couronnée de succès dans de nombreuses régions, la Russie présentait encore une résistance formidable, avec des ressources humaines et territoriales presque infinies. Malgré la dévastation massive que la guerre aurait causée, Staline et son régime n'auraient probablement pas capitulé sans offrir de résistance. Dans un scénario où l'Allemagne émerge victorieuse, il est possible que l'Union soviétique n'aurait pas été complètement sous contrôle nazi, mais aurait perdu une grande partie de son influence. La division de l'Europe serait l'une des conséquences les plus significatives de cette victoire. Le continent serait brutalement divisé entre une Allemagne gigantesque, qui dominerait toute l'Europe de l'Ouest et une partie de l'Europe de l'Est, et une Russie affaiblie et isolée,
qui pourrait maintenir le contrôle d'une grande partie de son territoire grâce à ses ressources et à son immense armée. Il est probable qu'Hitler aurait tenté de négocier une sorte de pacte avec les soviétiques dans lequel certaines frontières seraient respectées, mais de manière presque symbolique. Cela aurait conduit à la création d'une Europe polarisée, où les nazis contrôleraient militairement et politiquement la partie occidentale, tandis que le bloc soviétique, affaibli et isolé, serait réduit principalement à la Russie asiatique et quelques républiques voisines. Cependant, le conflit entre les deux blocs serait probablement resté inévitable, car les tensions idéologiques et territoriales seraient constantes. En ce qui concerne la guerre nucléaire, étant donné l'ampleur de la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, il est possible que le conflit entre ces deux grands blocs ait dégénéré en une guerre nucléaire ou une confrontation prolongée avec des armes conventionnelles, comme cela s'est produit pendant la guerre froide, mais à une échelle bien plus grande. La fascination pour les histoires alternatives nazies dans la littérature et l'histoire. L'idée d'un monde dominé par les puissances de l'Axe est indéniablement un sujet qui a captivé aussi bien les historiens que les écrivains de fiction historique. Dans la littérature, en particulier l'histoire alternative, la narration de ce qui aurait pu se passer si les événements historiques avaient pris un autre cours, a été utilisée pour explorer les sociétés possibles qui seraient nées d'une victoire nazie. Des œuvres comme The Man in the High Castle, 1962, de Philip K. Dick et Fatherland, 1992, de Robert Harris présentent des univers alternatifs où l'Axe a triomphé. Dans ces deux romans, des sociétés totalitaires sont décrites, où les Alliés ont été défaits, et elles nous invitent à réfléchir aux conséquences d'un monde sous le joug de régimes autoritaires. Swastika Night, 1937, écrit par Catherine Burdekin, est l'une des œuvres les plus perturbantes et les premières de ce genre. Burdekin imagine un monde futuriste des siècles après la victoire nazie, où les Juifs ont été exterminés, le christianisme a été marginalisé et Hitler est vénéré comme un dieu ancien. Ce roman met en lumière les contradictions inhérentes à l'idéologie nazie et les tensions raciales qui auraient rongé le système de l'intérieur. L'auteur anticipe les conséquences des politiques totalitaires, prédisant un monde dirigé par le fascisme allemand mais consommé par ses propres excès. Dans ses œuvres de fiction, le fascisme allemand est presque toujours autodestructeur, rongé par des contradictions internes, des théories raciales erronées et une érosion inévitable de sa légitimité. Cela nous force à réfléchir sur les limites du totalitarisme et sur la manière dont un contrôle total sur la vie de millions de personnes peut finalement être insoutenable. Heureusement, ce scénario cauchemardesque a été relégué au domaine de la fiction littéraire, et la victoire des Alliés a empêché le monde de tomber sous le joug du nazisme. Cependant, explorer ces univers alternatifs offre des leçons précieuses sur la manière dont les guerres peuvent façonner les sociétés, les cultures et même les industries des pays impliqués. L'impact d'un changement dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait bouleversé l'humanité de manière inimaginable, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi dans les sphères sociales, économiques et culturelles. Bien que ces analyses soient spéculatives, elles servent de rappel de ce qui aurait pu être, nous incitant à apprécier la paix et la liberté que nous avons atteintes dans le monde actuel. Ce type de réflexion sur l'histoire, bien que fondée sur des hypothèses sombres, nous invite également à considérer les valeurs fondamentales que nous avons défendues depuis la Seconde Guerre mondiale, la liberté, la justice et le rejet de l'autoritarisme. Il est essentiel de comprendre comment les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent affecter l'avenir et comment les guerres ont été une force déterminante dans le destin des nations.